Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Tribune de presse, nous appelons les professionnels de la communication pour non seulement analyser les faits politiques de notre République, un peu d'histoire, mais surtout de la pédagogie, parce qu'il est important de demander à la rumeur de céder sa place à la vérité et surtout à l'information. Mais cette façon de faire, ce n'est pas moi, c'est bien évidemment les spécialistes que je reçois aujourd'hui. Je reçois pour la première fois dans cette émission Tribune de presse un professeur. Il va, disons, ouvrir le chemin pour les autres professeurs à venir. Le professeur Mvoto, que vous connaissez, que tout le monde connaît. On suit généralement ses écrits, ses publications, ses chroniques. La dernière en date, c'est la Mercedes en RDC. Il a parlé finalement de ce que le président, comment le président aimait la Mercedes, de Mobutu jusqu'à Félix Tshisekedi, je veux dire Kabila Joseph, et tout le monde avait son goût, et lui il est dans les détails, comme on dit dans la description. Il est notre invité d'aujourd'hui, monsieur le professeur, nos civilités. Bonjour Christian. Prof, est-ce que vous vous sentez à l'aise dans votre casquette de professeur ou le train de journaliste vous appelle toujours? Je suis toujours rattrapé par les journalistes. Je suis professeur de médias et je reste journaliste. Alors, vous avez quelqu'un qui est aussi communicologue, il enseigne la communication, c'est M. Barnabé. M. Barnabé, votre nom est long, très long. Si vous pouvez me le rappeler encore. Nous sommes de la génération de Mobutu. Oui. Et il s'appelait Joseph Désiré Mobutu. C'est Kugumbendu Azabanga. Oui. Alors il paraît un jour, Papa Wemba arrive à l'hôtel Hilton Nairobi. On lui dit, monsieur, on doit t'enregistrer. Quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Papa Wemba Shungu Wemba Dio Kumani. Quand Kofi arrive, c'est la même chose. Donc, Félix Antoine Tshisekedi, Barnabé Midingagno Wimana Isombi. Mais ça sonne pas congolais. De toute façon, on va en parler. Hein. On va voir tout de suite. Ça sonne pas très congolais. Alors, je rappelle que vous êtes aussi, disons, vous êtes communicologue, vous avez fait la communication et tout. Et vous avez été Kadogo, vous avez été dans pratiquement plus de 12 francs. Je ne sais pas combien de gens vous avez fait tomber. On ne sait pas. Mais c'était pour quand même une bonne cause, vous dites ça. Ah, il faut préciser qu'un militaire ne tue pas. Oui. C'est la cause qui tue. C'est le commandement qui tue. C'est l'ordre donné qui tue. Et vous n'êtes que des exécutants. Ce n'est pas votre problème. Alors, mesdames et messieurs, pourquoi j'invite ces têtes à réfléchir? Je les invite parce qu'il faudrait qu'on nous dise exactement, nous venons d'où? Le mouvement migratoire, ce qui est finalement congolais. Est-ce que nous sommes congolais par rapport à la naissance? Est-ce que nous sommes congolais parce que nous avons des cartes d'électeurs, ce que tout le monde peut avoir? Comment ça s'est passé dans le temps, hein, notre culture, avec nos voisins, comment ça s'est passé? Le professeur, comme je l'ai dit, il est expert dans les histoires du passé, dans les détails du passé. Et M. Barnabé aime bien la chose. On va aujourd'hui le dire qui est congolais, qui ne l'est pas. Alors, je commence par qui prend la main? Est-ce que c'est l'aîné qui laisse au cadet? Est-ce que c'est le cadet qui laisse à l'aîné? C'est à vous de choisir. C'est le prof qui doit se prononcer. Je passe la main à mon jeune frère. Très bien. Monsieur Barnabé, parlons de notre historique d'abord. Voici ce que les gens disent. Que le Congo est la volonté de Léopold II. Parce que nous ne sommes pas congolais parce que nous avons voulu être congolais, mais c'est Léopold II, dans sa répartition des terres, il y a eu fusion, disons adhésion. Et nous sommes retrouvés comme ça, mais au départ, on était des cultures différentes, des dieux différents, de peuples différents. Une thèse vraie ou une fausse histoire? Non, c'est une fausse histoire. Hein. D'accord. La réalité, c'est que le Congo, dans le format actuel, a existé autour de 1885. Mais le Congo est habité il y a 3000 ans. Et on n'avait même pas cette forme. Même quand on discutait à la conférence de Berlin, il faut noter que la partie Sud-Soudan faisait partie de la RDC, du Congo, Centrafrique faisait partie du Congo, Congo-Brazza, c'est-à-dire c'était juste un carré. C'est ce que Léopold voulait. Il avait négocié un truc là qui devait partir au fait de l'océan Indien à l'océan Atlantique. Mais à cause des rapports de force, on nous a récupéré quelques parties et nous aussi nous avons pris d'autres parties. Tu ne peux pas expliquer pourquoi, par exemple, nous avons Kasumbalesa en République démocratique du Congo, et pourtant ça devrait être entièrement la Zambie. Rien n'explique, par exemple, que Brazzaville et Congo-Brazza ne soient pas Congo de la RDC. Pourtant, il y a un fleuve qui ne sait pas. L'enclave de Cabinda, rien n'empêche que ça ne soit pas de la RDC. Si tu pouvais parler du fleuve,
Donc tu parlerais à partir de Maniema, ça devrait être le Rwanda. Ou alors le Rwanda ici chez nous. Ah ben voilà, donc ce sont souvent des rapports de force. Je voudrais aussi préciser par rapport à ça que nous sommes la partie hostile en Afrique. À part les déserts, vivre dans la cuvette centrale, c'est très difficile. C'est marécageux, il y a beaucoup d'insectes nuisibles, il y a des serpents, il y a beaucoup d'animaux féroces. Donc c'est difficile de vivre dans la cuvette centrale. Tu remarqueras cela, le Congo est habité dans la périphérie, donc dans sa tangente. C'est dans la périphérie que la RDC est habitée. Seul Kinshasa, où si tu décolles, tu as 4 minutes où tu vois encore des maisons. Mais si tu quittes Kinshasa, tu atterris à Luano, c'est la forêt. C'est maintenant que tu peux voir quelques mining. Mais si tu arrives à Bangoka, c'est la forêt. Tu atterris à Bukavu, c'est la forêt. Partout, c'est la forêt. Très bien. Donc, il n'y a pas... Donc, ce n'est pas au centre. Ce n'est pas la volonté de Léopold II. Disons. Ce n'est pas la volonté de Léopold II. Alors, je relance le prof avant de vous relancer. Un mot. Léopold II était le commissionnaire de l'Amérique et la Grande-Bretagne pour garder cette partie du pays. Ça appartient à tout le monde. Très bien. Alors, monsieur le professeur, il y a un professeur aussi qui pense que le peuple katangais et le peuple mongo sont deux peuples totalement différents, avec une idéologie différente, avec des génétiques différentes. Donc, on n'a rien de commun, si ce n'est la volonté de Léopold II de nous mettre ensemble. Et donc, du coup, personne n'a le droit de s'approprier le Congo comme pour dire « je suis congolais ». Il n'y a aucune nationalité sociologique de congolais, mais plutôt juridique. Sans verser dans le discours des uns et des autres, par exemple de Joseph Kabila qui a censé le pôle de pour les remercier de nous avoir donné le Congo, il y a quand même une vérité historique. C'est que dans ce territoire qui est devenu le Congo aujourd'hui, il y avait plusieurs royaumes. Oui. Il y avait plusieurs chefferies, il y avait plusieurs organisations. Et c'était des organisations concurrentes, parfois sinon qui s'affrontaient. Donc quelque part, il y a permettez le texte, cet accident de l'histoire qui a fait que nous puissions nous retrouver ensemble. Il n'y a pas que le fait qu'on ait regroupé des gens, des royaumes ou des chefferies qui ont existé. Il y a aussi le fait qu'on a saucissonné certaines chefferies, comme le royaume Congo, qui est dispersé, retrouvé en Angola, à Brazzaville, à Kabina, et ainsi de suite. Mais la configuration actuelle du Congo que nous avons hérité de la colonisation, la référence 1960, c'est quand même... Boulingan l'a dit, c'est quand même une volonté de l'Occident. Notamment, c'est vrai ce qu'il dit que le pôle 2 a bénéficié du soutien, plus particulièrement des États-Unis, pour garder ces territoires-là. Donc, ce qui fait que cela n'empêche pas qu'on dise que nous sommes un pays ou une nation. On s'est retrouvé là. De même, tout de même, même quand tu rencontres ta femme, tu l'épouses, vous devenez une famille et vous tournez les doigts à votre famille naturelle. Très bien. Donc, nous sommes un pays aujourd'hui, nous sommes une nation, nous devons développer cette volonté de vivre ensemble. Mais alors là, vous excluez d'autres qui viennent après, parce que vous dites que non, vous n'êtes pas congolais, les autres, vous n'êtes pas congolais, alors qu'on sait tous, finalement, qui est congolais. Alors, je vais revenir avec vous, monsieur Barnabé, vous allez rebondir par rapport à ce que le professeur vient de dire tout à l'heure, mais une question quand même qui me taraude mon esprit. Congo central, c'est en fonction de quoi c'est central? Quand on sait dans la géographie, ce n'est pas là les centres. Alors, si le Congo central, c'est en fonction de quoi qu'il est Congo central? Ça ne s'appelle pas Congo central. Ça s'appelle Congo central. Ça reste central. Ben, ça reste central. Non, ça, ce sont des détails, ajouts, des dénominations. Pourtant important, hein? Non, le professeur... Pourtant, c'est Kassai qui est central, mais on ne se comprend pas. C'est le Congo qui devient central. Non, le professeur pourra être beaucoup plus explicite à ce sujet. Moi, je n'ai pas beaucoup d'éléments. Mais j'avais suivi un débat. C'était juste, comme il a dit, il y avait une grande partie en Angola, d'où viennent par exemple les Gizenga. Tu sais que Gizenga est venu en RDC à l'âge de 10 ans. Vous avez il venait d'où? De l'Angola. C'était un Angolais. Bah, attendez 2 secondes. Gizenga était un Angolais. Il y a un monsieur ici à Kinshasa, il s'appelle Mpindi Passi. C'est un chercheur. Il a écrit la bibliographie de Gizenga. Il travaille au bureau de coordination du programme sino-congolais. Mpindi Passi. Il a écrit, moi j'ai lu, il a dit que Gizenga est venu au Congo à l'âge de 10 ans. Recherche approuvée. Il est la seule personne à avoir écrit sur la biographie de Gizenga. Donc c'est un Congolais. Qui me pas vite que nous nous vantons ici. C'est un Angolais, on sait tous. C'est une Angolaise aussi. Oui, mais dans la seule configuration, c'était le Congo, il paraîtrait. C'était le Congo, le royaume Congo. C'est ce que nous sommes en train de dire. Qu'on nous a saucissonné. Le professeur a totalement raison. Comment expliquer que vous avez
un Munyaruchuru. Ruchuru, c'est un territoire occupé par des rwandophones, Hutu et Tutsi. Mais les gens sont tolérants de les appeler les Banyaruchuru. À la limite, avec les Rwandais, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de quoi. Si tu es à Gisenyi, Goma, tu jettes à partir de la fenêtre, tu es au Rwanda. Mais lorsqu'on parle des rwandophones qui sont au sud, ça pose problème. Massissi et Rutshuru sont occupés par des gens aphonétiques à l'origine rwandaise. Mais ils sont tolérés comme ça. Donc, trouver Est, Ouest, Centre, comme le prof a dit. Est-ce que c'est vrai que Rwanda, Burundi et Congo, c'était le même pays contrôlé par un même roi? Mais parce que la capitale ou les sièges, le chef-lieu de cette province-là, c'est Bukavu. La banque centrale était là, la résidence du gouverneur, c'était là-bas. Mais lorsque les Allemands, à un moment, ils ont gagné, ils ont occupé le Rwanda et le Burundi, la partie Léopold a perdu ça. Mais après, avec d'autres forces, d'autres guerres perdues. Alors, monsieur le professeur, parlons de nos voisins parce qu'il est important. Est-ce que les Rwandais, parce qu'il s'agit de parler d'eux aussi, est-ce que les Rwandais nous ont été imposés par l'Occident ou les Rwandais, c'était un mouvement naturel? C'est des gens qui vivent dans un coin, ils se fréquentent, ils font des enfants. Est-ce que c'est comme ça ou on nous a imposé ces gens? Vous savez, si nous remontons les temps, nous remontons sur ce débat-là a eu lieu au lendemain de l'indépendance. Il y a beaucoup à dire. Sur toutes les frontières, que ce soit aux frontières angolaises, Cabinda, que ce soit à l'Est, que ce soit ailleurs, c'est un long débat, on s'en sortira. C'est ainsi que ça ne s'est pas seulement posé au Congo, c'est posé dans plusieurs pays. Il y a de peuples qu'on a éclatés, il y a des peuples qu'on a pris ailleurs, qu'on a annexés. Finalement, les pères de l'indépendance sont arrivés au niveau de l'OIA à tomber d'accord que ce débat-là, si nous le continuons, nous allons éclater beaucoup de pays. Les pays ne seront pas stabilisés. Donc, nous partons sur le principe d'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Donc, les indépendants, c'est ça la référence. Et par exemple, chez nous, on dit, et Congolais, tous ceux dont les ascendants étaient sur le territoire congolais à l'indépendance. Donc, si vos parents, vos grands-pères étaient sur le territoire congolais avant l'indépendance, après l'indépendance, vous êtes là, vous êtes congolais. Est-ce que c'est pas si facile comme définition finalement? Est-ce que c'est pas comme pour dire arrêtons de regarder dans le passé, allons-y seulement de toute façon? Donc même si quelqu'un était venu voler, même si quelqu'un était venu faire ses commerces, ses affaires, il arrive, il devient congolais tout de suite. Parce qu'il est arrivé avant la date. Non, pas des ascendants. Et bien évidemment. Moi, j'ai appris l'histoire à l'école primaire. J'ai encore très bon souvenir de l'histoire. Je reconnais ce livre en 4e primaire. On dit les premiers habitants de ce territoire ici, ce sont les Pygmées. Donc si nous partons de là, si nous remontons le temps, nous tous, on est venus dans ces pays. Est-ce que nous n'avons pas été piégés par l'histoire finalement, par ceux qui l'ont écrite? Parce qu'on dit que les Pygmées, quand vous allez voir les Pygmées, non, mais c'est vrai. Ils viendraient du Gabon, du Cameroun. Mais c'est vrai, c'est ça la vérité. Il y a la population qui croit, il y a les déserts du Sahara qui chassaient les gens et les gens descendaient. Ça, c'est une vérité. Alors donc, si nous remontons tout ça aujourd'hui, c'est très discutable, c'est un débat, on va ouvrir des vannes qu'on ne saura pas gérer. C'est ainsi que les pères de l'indépendance se sont mis d'accord, disent, ok, on part de 1960. Donc chez nous, le principe c'est deux, il y a les Ius Solis, ceux dont les ascendants étaient sur le territoire, et Ius Sanguinis, ceux qui appartiennent à des tribus qui étaient sur ce territoire-là. Très bien. Est-ce que par cette définition, M. Barnabé, ce n'est pas ouvrir la brèche à n'importe qui à devenir congolais s'il veut? Oui. J'aimerais ramasser 2 éléments très rapidement. Dans l'histoire, la Bible renseigne, nous avons connu quelques mouvements migratoires importants. 1. La chute du Tour de Babel. On raconte que quand il y a eu l'écroulement du Tour de Babel, les gens se sont dispersés. 2. Jacob, quand il quitte le Moyen-Orient, la Turquie, pour descendre vers l'Égypte, il amène plus de 70 familles. 3. Moïse, quand il quitte l'Égypte, il quitte avec 3 millions de Juifs, mais il abandonne tant d'autres, amis qui étaient proches, qui étaient pratiquement hostiles au pouvoir de Pharaon. Et ces gens-là nombreux se sont dispersés
en Afrique, dont par exemple l'Eka, d'où moi je tire l'origine. On dit qu'il est de la lignée de Judas, mais ce monsieur-là, il avait 52 femmes. Il a connu un retard, il a traversé le Nil, il est venu par le Nigeria. Alors, vous avez l'esclavagisme. L'esclavagisme aussi a fait beaucoup de mouvements des gens. Alors, deuxième élément de réponse, la cause. Pourquoi les gens immigrent? Pourquoi les gens bougent? La première cause, c'est d'abord la recherche de l'emploi. Le gouverneur de Lualaba, il a dit dernièrement, la semaine passée, que dans sa province, il a plus de 500 000 créateurs clandestins venus de toutes les provinces. Ces gens-là, ils vont venir, ils sont à Lualaba, ils font le travail. Et si on décrétait que Lualaba était devenu un État ou une nation, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tout celui qui était sur les sols Lualaba, lorsqu'on décrète, devient Lualabin ou Lualaba, je ne sais pas quoi. Mais ce principe, il est africain, pourquoi il n'est pas européen? On dit les ascendants. Je suis bien d'accord. Pas des ascendants. Oui, voilà. C'était des hommes, bien évidemment. Mais pourquoi il manque chez nous, en Afrique, qu'il y a cette disposition? Pourquoi en France, il n'y a pas ce qui était avant? Pourquoi est-ce que ça existe? Non, d'abord, ne soyons pas complexés en se comparant par la France. Même les vrais Français, les Corésiens, les Chirac, et les François Hollande, ils peuvent prétendre être des véritables Français. Non. Ailleurs, on sait faire les mixages, on sait faire le mélange. Nous n'avons plus la race pure. J'ouvre d'ailleurs une parenthèse. Si les Banyamulenge ont des problèmes... J'allais parler de ça, j'allais parler de si les Banyamulenge ont des problèmes dans les Minembwe ou dans les Fizi, Mwenga ou Vira où ils sont, parce qu'ils ne sont pas très ouverts au mariage mixte. Ils veulent rester en troupeau, en groupe. Ils ne veulent pas s'intégrer, en fait. Non, l'intégration peut comporter plusieurs éléments. Mais le fait que vous restez en troupeau, vous restez en groupe, font que les Babembe ne peuvent pas prendre vos filles ou bien les Bavira, ça crée une certaine hostilité. Si tu prends le cas des Enyele ou les Congolais du Nord, leur activité principale c'est les champs et la pêche. Mais quelqu'un qui est sur le fleuve, la pluie commence, il accoste vers Brazza. Il a faim, il drague des petites filles là-bas, il dort là-bas, il mange, il fait des enfants. Il reste entre les deux fleuves. Alors vous allez dire quoi? Lui, il considère dans sa tête qu'il a une femme ici, il a une femme là. C'est pourquoi on peut retrouver Ngaliema et Makoko à Brazzaville. Et pourtant, ce sont deux frères. Donc il y a parfois des décisions politiques, comme a dit le professeur, qui déstabilisent les gens. C'est arrivé dans plusieurs nations, on vous dit, vous qui étiez là en Allemagne, vous ne traversez plus ici. On a vu ça en Côte d'Ivoire aussi. Au Maroc. Certains peuples se trouvent en Côte d'Ivoire, le même peuple on trouve au Mali, le même peuple on trouve au Burkina Faso, on comprend. Mais revenons maintenant ici, parce qu'il a une question, vous avez parlé de Banyamulenge, M. Barbé. Est-ce que les Banyamulenge, formellement, sont-ils des Congolais ou ce sont des Rwandais? De façon formelle? De façon formelle, ils sont Congolais. Vous assumez la grandeur de vos propos? Parce que c'est l'article 2 de notre Constitution qui dit que si un de vos ascendants, le professeur l'a dit, parents ou arrière-grands-parents, était au Congo en 1960, ça c'est la Constitution de 2006. Alors un type comme Rouberois, né en 1964, parce que c'est de lui qu'il s'agit, il n'est pas l'aîné de sa famille, il est pratiquement parmi les cadets. Moi je suis arrivé, on a posé des questions, c'est établi qu'ils étaient là. Écoutez, les sociétés... Mais il y a des gens qui l'ont vu arriver à 10 ans. Il y a des gens qui témoignent, qui ont vu venir Rouberois à 10 ans au Congo. Moi, je ne suis pas dans ces débats-là. Moi, je suis dans les textes. La Constitution dit cela. Très bien. Monsieur le professeur, est-ce que vous pensez aussi, parce que là, je prends la question des Banyamulenge et puis bien d'autres, il y a les Banyamulenge qu'on refuse la nationalité congolaise, on dit qu'ils veulent prendre Minembwe, on prend un Rouberois qui est Nyamulenge, il a lui-même dit auprès d'un confrère, il dit que je suis fier d'être Tutsi congolais. Et c'est là que ça dérange maintenant, quand les gens veulent savoir, est-ce que nous avons une tribu qui s'appelle Tutsi au Congo, et ça parle quelle langue dans le patrimoine culturel congolais? Tutsi, oui, mais pas Banyamulenge. Banyarwanda, oui. Vous savez, les peuplades au Congo sont identifiées par les langues. Moi, je suis Ngwandi parce que je parle le Kingwandi, c'est tout. Okay. Et les peuplades au Congo ne sont pas identifiées par les territoires. Par contre, au Rwanda, les peuplades sont identifiés par les territoires. Ceux de telle montagne, parce que ce sont les montagnes qui sont les références. Ceux de telle montagne, c'est de telle montagne, c'est de telle... Alors, chez nous, nous avons connu les Banyarwanda. C'est des peuplades qui parlent Rwanda, qui Rwanda,
qui ont été déportés sur plusieurs vagues. Il y a plusieurs vagues, avant l'indépendance déjà. Même déjà après 1985, pour des besoins, comme il a dit, de main-d'œuvre et de survie. Oui. Donc, on Dans les le a Katanga, on les a pris pour dans les Kivu, dans les Katanga, oui, ainsi de suite. Ceux-là qui sont arrivés ici depuis 1930, vous n'avez pas dit qu'ils ne sont pas congolais. Donc, ceux-là sont congolais. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que comme partout ailleurs, comme ça existe au Bas-Congo, où vous trouvez des mêmes peuplades qui sont au Congo-Brazza et au Congo-Kinshasa. Les Mazombo, par exemple. Les Mazombo qui sont au Congo-Kinshasa et en Angola. Comme les Ngwandi qui sont en Centrafrique, qui sont au Congo. Là aussi, il y a des Banyarwanda qui sont restés au Rwanda jusqu'à 1960. Il y en a qui étaient déjà au Congo avant. Le problème, c'est que c'est lorsque certains qui étaient au Rwanda déjà après 1960 s'assimilent à ceux qui étaient déjà là avant 1960 et pensent qu'ils peuvent devenir congolais comme les autres. Et le problème aussi, c'est comme il a dit, c'est le problème d'intégration. Donc, ils veulent être congolais quand ils veulent, et quand ils ne veulent plus, ils sont plus congolais, ils sont rwandais. Ils ont un pied au Rwanda, un autre pied au Congo. Et ça dérange, c'est ça qui dérange. Ouais. Partout, parce que tantôt ils veulent prendre vos terres, ils veulent en faire un territoire personnel. Comme je l'ai dit, partout au Congo, sur toutes les frontières, il y a ces cas-là. Et ça n'a jamais posé problème. Mais pourquoi avec eux ça pose problème? Ça pose problème parce qu'ils ne veulent pas se définir comme congolais. Mais pourtant, ils veulent bénéficier de nos terres, en faire un... Voilà, ils veulent rester congolais, ils veulent être congolais, mais ils veulent rester dans cette communauté, Banyarwanda, sinon, alors créer une terre, un pays à eux, ce qu'on appelle le Tutsi-land. Alors que pour nous, pour les Congolais, il n'y a pas, on parle de minorité, il n'y a pas de minorité au Congo. Ça, je le dis à qui veut me contester. Il n'y a pas de tribu minoritaire au Congo. Que Roubaix et Constant arrêtent ces discours de minorité. Tout le monde est minoritaire. Les Basouels sont minoritaires, les Balouba sont minoritaires. Donc, aucune tribu est majoritaire au Congo, il n'y a pas. Alors, est-ce qu'il y a une tribu Tutsi au Congo? Oui. Il y a une tribu Tutsi. Il n'y a pas une tribu Tutsi. Il y a de peuplades de Tutsi. C'est la race. Oui. Moi, j'ai appris à l'école, il y a 4 races au Congo. Les Congolais sont des 4 races. Ils sont pygmées, ils sont bantous, ils sont soudanais, ils sont nilotiques. Alors, mais nilotiques, c'est pas Tutsi. Non, il y en a plusieurs. Dépendez des nilotiques, ça veut dire les gens qui sont descendus du Nil. On est d'accord. Voilà. Il y a les Ema, vers la frontière de l'Ouganda, il y a les Rega, je crois, mais il y a aussi des Tutsis, comme d'autant plus qu'il y en a qui étaient venus déjà avant les indépendances. Mais pourquoi Roubaix s'est défini en Tutsi congolais? C'est ce que là, on veut comprendre. Non, le cas de Roubaix, j'ai dit ici, il y a des cas de groupades, des gens qui ont immigré, mais il y a aussi des cas particuliers des individus. Roubaix-Roi, il faut vérifier parce qu'il y a beaucoup de témoignages. Il y a un responsable académique qui a témoigné, qui a dit qu'il a reçu Roubaix-Roi comme étudiant, comme réfugié. Étudiant rwandais d'ailleurs. Étudiant rwandais, avec une bourse de HCR. Si cela est vrai, il ne peut pas dire, il ne peut pas s'assimiler à ceux qui étaient là avant 60. Alors, voilà. Donc, il y a le cas de ceux qui sont venus en vague. Avant 60, cela c'est indiscutable, ce sont des Congolais. Mais il y a aussi des gens qui sont venus seuls ou en famille après 60, ça c'est discutable. Alors, monsieur Barnabé, est-ce que vous êtes d'accord avec le professeur? Parce qu'il ajouterait la question de Tutsi Power, qui fait finalement trembler tout le monde. Quand on parle de Tutsi Power, c'est tout le monde qui a peur. C'est Roubaix-Roi qui veut aller changer Minembwe, le statut juridique de Minembwe. Il veut que ça devienne une commune. Après, ça va devenir certainement un État qui va s'annexer au Rwanda. Est-ce que vous pensez que c'est la supercherie, la peur, ou c'est vraiment vrai que c'est dans le plan de Tutsi Power? Non, moi je crois que ce sont des complexes inutiles. Ils ne sont pas nombreux. Pour faire la guerre, le nombre compte aussi. Vous savez, les génocides, si tu lis l'effondrement des civilisations, les Mayas ont existé, n'existent plus aujourd'hui. Kagame s'est rendu compte que s'il continuait dans la logique de la guerre, les Tutsis allaient disparaître. Lui, il a besoin d'avoir du Rwanda. Il est en train aujourd'hui de travailler pour le mélange. Les Banyamulenge, en soi, ils ne sont pas nombreux. On parle qu'ils sont 35 000, 45 ou 50 000 maximum. Ils ne sont pas nombreux dans le monde. S'ils sont attaqués, ils peuvent être exterminés. Le problème, c'est ça. Donc, ils sont minoritaires. Minoritaires par rapport à qui? C'est là le problème. Non, parce qu'on va te dire aussi que les Basongues sont minoritaires. On va te dire que les Batembo sont minoritaires. Les Mangos sont minoritaires aussi. Donc, si tu es pris isolement dans l'ensemble,
tu peux être considéré comme minorité. Là, ça ne doit pas faire les débats. Le problème est au niveau des mélanges. Les autres se mélangent facilement. Lorsque Madilou chante Kinshasa Brazambo Kamoko, ça ne gêne personne. On considère que tout le monde est Mukongo, Sassou est d'ici et de cela. Je te dis, les Moulouba et les Munyarwanda et les Tutsi, ils sont pratiquement les mêmes. Quand un Moulouba parle, un Tutsi comprend. Quand un Tutsi parle, un Moulouba comprend. Donc, ils sont venus presque du même coin d'ailleurs. Ça, ce sont des faux débats. Plutôt un débat, prouvez-nous qu'ils sont venus du même coin. On a besoin de savoir. Très rapidement, s'il faut ramasser, tu verras que lorsque Stanley vient chercher Livingstone qui s'est perdu chez les Mongo, il est entré par Zanzibar. Lui ne marchait pas. Il s'est fait transporter par des hommes qui étaient là. Les Nilotiques sont nombreux à l'est. Les Peuls, ils sont nombreux. Ils ont transporté Stanley. Ils sont arrivés en Tanzanie. Ils ont pris les sud du Kenya. Ils ont pris l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi. Ils sont entrés par lac Tanganyika, ils ont pris le Kouga. Ils sont partout. Le long du fleuve, vous trouvez les gens en morphologie considérés comme des Nilotiques ou des Rwandais. Jusqu'à ce qu'ils sont abandonnés par Stanley dans le Congo central. La plupart des Bayombe, quand tu les prends, même dans les Bandundu à l'Équateur, ils sont nombreux qui ont connu ces mélanges-là. Nombreux ont perdu des hommes, ils sont arrivés là malades, avec des enfants, les maris se sont dispersés. C'est ce qui crée les matriarcats Mukongo. Les Mukongo et matriarcats parce que beaucoup ont perdu le contrôle de leur papa. Ils se sont juste rattachés à leur maman. Et ceux qui étaient déçus, qui voulaient rentrer. Les Américains sont rentrés. Ils ont créé Libéria, Sierra Leone et consorts. Les esclaves qui sont en Haïti, qui sont allés vers le Brésil, ils ne voulaient pas rester dans les terrains hostiles, ils étaient souffert. Même ceux qui sont venus avec Stanley, en rentrant, ils se sont perdus. Il y a ceux qui ont raté le fleuve, qui ont pris la rivière Kassa, ils se retrouvent là-bas. Ils ont fait les enfants avec les barbacat, ils ont fait avec les gens qu'ils ont trouvés sur le sol. Pouf, ça a produit ce qu'il y a. Le problème de Banyamuleng, et je le répète, l'hostilité, c'est lorsque le Moubembe ne sait pas tomber sur une fille Banyamuleng. Mais ils existent. Bitakwira est né à Minembwe, il parle, il peut venir démontrer. Bitakwira est de Minembwe parce qu'il est né de Minembwe. Tommy Tambo, il est de mélange. Parce qu'il y a ceux qui ont réussi quand même à violer certaines femmes à Banyamuleng. C'est ça le problème de Banyamuleng. Donc vous dites que tous. Vous dites qu'il y en a qui sont des produits du viol, en fait, tout simplement. Nombreux ils sont des produits du viol dans des guerres. On viole les femmes. Même au village là, même si Mukwege a toujours démontré qu'on viole les femmes dans les Kivu. Non, les gens habitent dans des huttes, c'est petit. Les femmes dorment à part, les enfants, les femmes avec les enfants dorment dans des huttes et les papas sont parfois dehors et consorts. Pour tirer ton coup, c'est sur les champs, là où vous allez, vous prenez une fille, vous entrez dans les brousses, tu tires ton coup. Donc ils sont comme ça, tu dragues, ne fais pas accepter au nom de la coutume, tu la prends, tu tires ton coup, il n'y a pas de problème. Beaucoup d'enfants sont comme ça. Et beaucoup de tribus sont comme ça. Mais on va, voilà, alors on va peut-être aller plus loin, maintenant on va parler des cas précis. Ça nous touche tous. Mais le prof, je crois que le prof a répondu sur la question. On a 9 voisins autour de nous. Mais pourquoi seulement avec le Rwanda qui a un problème? Aujourd'hui, dire à un Congolais qu'il est Brazzaville, ça ne les gêne pas. Mais dire à un Congolais qu'il est Rwandais, c'est offensant, c'est offusquant, c'est stressant, c'est embêtant. Pourquoi? Là, je pose la question pro parce que vous avez beaucoup plus de temps, vous allez répondre. Je voudrais placer moi par rapport à la chute de mon confrère ici, ancien Kadogo. Donc, quand vous parlez comme ça se passe comme ça, dans cette région-là, vous prenez une femme, vous prenez un enfant, tu tires ton coup. C'est un peu parler à la légère des souffrances des autres. Les gens souffrent de ça. Et c'est devenu pratique depuis que l'AFDEL est arrivé ici, depuis 96, jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Lorsque Mukwege parle, il ne parle pas en l'air. C'est des gens qu'il a reçus à l'hôpital. Et lorsqu'on reçoit quelqu'un à l'hôpital, on lui demande, vous vous appelez comment, vous habitez quel village, quel est votre problème. Et c'est documenté. Près de 50 000 femmes. Et ça, ce sont ceux qui sont arrivés à l'hôpital. Ceux qui ne sont jamais arrivés à l'hôpital parce qu'incapables d'y arriver, parce qu'il y a honte, ça, on ne sait pas, peut-être c'est plus que ça. Mais c'est la réalité qui fait mal, mais pas lui. Il dit ce qui se passe. Non, mais peut-être qu'il parle là, ayant été dans ces réalités-là, je crois qu'il faut se mettre à la place de ceux qui subissent ça et que c'est cette pratique qui n'en finit pas. Alors, on parle de nos voisins qui sont autour de nous. Pourquoi c'est avec le Rwanda que ça bloque, ça gêne, ça dérange? On n'est même pas capable de prendre leur avion. Quand le président prend leur avion, ça dérange tout le monde. Mais quand le président prend Ethiopian, ça ne dérange personne. Quand il prend Kenya Airways, ça ne dérange personne. Même France
Air ou Air France, ça dérange personne. Ça dérange parce que les Congolais qui ont été toujours hospitaliers, les Congolais qui n'ont jamais fait de problème avec personne, les Congolais qui ont toujours accepté tout le monde, les Congolais qui acceptent, vous savez, il a parlé des cas de Mbuta Kizenga, il y en a beaucoup dans ces pays et qui assument des responsabilités. Vous savez que Kasavubu avait du sang dans son ascendant, avait du sang chinois. Oh là, c'est pas possible. Alors finalement, tout le monde a des sangs à côté. Mais ça ne pose problème à personne. Aujourd'hui, je viens d'apprendre que M. Barnabé serait des juifs. Donc, il faut mais ça n'a jamais posé problème. La loi chez nous se dit, si l'un des parents est congolais, vous êtes congolais. Même si on a engrossé votre soeur, l'enfant métil, il est congolais. Vous n'allez pas me dire que Kofi Olomide n'est pas congolais. Si tu dis Kofi Olomide n'est pas congolais, les gens vont taper sur toi. On est congolais. Dans le sud de Kofi, il aurait quelque chose de... Non, des parents, c'est un étranger, mais il a grandi ici, c'est sa mère, il est congolais. Alors Kofi n'est pas un congolais de père et de mère. Il a un des parents qui n'est pas congolais. Qui n'est pas congolais, mais il est congolais. C'est la loi qui le dit. Ok. Donc, nous, on n'en a jamais fait un problème. Les Congolais n'en avaient jamais fait. Moi, j'ai étudié avec des amis Tutsi. L'ISTI où j'ai étudié, c'était une école régionale. Il y avait des amis qui étaient rwandais, c'était connu comme rwandais. On étudiait avec des premières jusqu'à de première licence. C'était connu, ils étaient rwandais. Et du jour au lendemain, 95, ils disparaissent de cours. Et ils débarquent ici en 96. Officier congolais. Officier congolais. Oh, mais c'est quoi cette affaire-là? Les prototypes, c'est James Kabarebe, qui était rwandais, mais qu'on vient nous présenter ici comme chef d'état-major général de l'armée congolaise. Et c'est là où les amis de l'AFDEL, mon ami est là, il peut en parler mieux que moi, c'est là où Mouzé a commis une grosse erreur. Mouzé pensait bien qu'en état subtil, il pouvait accepter la situation et récupérer après. Il n'est pas parvenu à récupérer et ça nous rattrape jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, arrêtez cette histoire de ne jamais trahir le Congo. Ça, c'est falsifier l'histoire. Lorsque Mouzé dit ne jamais trahir le Congo, il fait référence à qui? Il pense à qui? Peut-être à lui-même alors. À Mobutu. Mobutu n'a jamais trahi ce pays. Lorsque Mobutu disait ce n'est pas facile d'être les Zaïre, il était au courant de beaucoup de choses. Mais il ne nous disait pas. Mouzé aussi était au courant de beaucoup de choses. Mais il a accepté la compromission. Ça nous rattrape jusqu'aujourd'hui. J'ai appris, tu sais qu'il dit, je suis prêt à mourir pour la paix. Pour la paix, je me dis, je crois que Tshisekedi aujourd'hui est informé de beaucoup de choses. Alors, il y a un regain de sursaut de nationalité, mais le problème c'est que nos amis Tutsis qui veulent être Congolais, il faut qu'ils apprennent à être Congolais, point. Alors, est-ce que vous pensez et non rester Congolais et Rwandais en même temps? Alors, mais à vous, une question, et puis je reviens au M. Barnabé. Je reviens avec un peu Rouberois, parce que c'est vrai, c'est lui dont on parle beaucoup. J'aime bien Rouberois, toi. On parle beaucoup de lui, finalement. Je l'ai suivi plusieurs fois, Rouberois. Quand il s'agit des problèmes des Niélé, il ne se prononce pas. Non. Quand il y a un problème de Yumbi, il ne s'est pas prononcé. Mais il suffit que deux Nyamulenge tombent, mais finalement, c'est toute la catastrophe. Je vous rappelle qu'il a traité le Congo d'un état voyou. Oui, parce qu'il y avait des morts à Gatumba. Pourtant, il y a des morts partout. Mais pourquoi cet attachement, je vais dire, virulent et beaucoup plus vif avec les Banyamulenge et pas avec les autres communautés congolaises? Ils doivent apprendre à devenir Congolais. Et c'est là où, quand on parle de Tutiland, on croit que c'est des chimères. Non. Kagame, il a dit au lendemain du début de la guerre, il a dit, si vous ne voulez pas de Tutsis au Congo, rendez-le-moi avec leurs terres. Et il a même évoqué la possibilité de revoir les frontières. Il a dit, s'il faut aller à Berlin bis. Donc, ce n'est pas des chimères. Pourtant, Berlin 2, j'ai comme l'impression que c'est nous qui allons gagner dans Berlin 2 parce que le Rwanda était chez nous. Alors, M. Barnabé, pourquoi on a peur d'affronter les Rwandais et de leur dire, votre petit territoire, là, on peut le prendre et votre Kagame sera notre bourgmestre ou notre chef du quartier, je ne sais pas moi, quelque chose comme ça. Pourquoi on a peur d'eux? Non, on n'a pas peur d'eux. On n'a pas peur d'eux. Ce sont nos frères, nous vivons ensemble. Le prof a dit qu'on a sécessionné des royaumes. Bukavu tire son origine dans Bunkafu. Ça veut dire que c'était l'endroit où on abreuvait les vaches. Aujourd'hui, le président est à Kabare. Kabare, c'est sur une montagne. Vous avez vos vaches là-bas, mais vous les amenez au bord du lac. Et le bord du lac, c'était à Bukavu, où les gens pouvaient amener des vaches. Et les royaumes Nyalukemba traversaient même le Rwanda, aller jusqu'à Tchangougou et consorts. Jusqu'aujourd'hui, une femme qui veut accoucher à Idju ne vient pas à Bukavu, va au Rwanda, parce que c'est... Idju, c'est la terre de ma mère, hein, Idju.
Eh bien, très bien. Je t'ai dit que quand tu es à Idjui, tu as 15 minutes par pirogue pour arriver au Rwanda. Mais c'est pas pourtant que je suis rwandais, moi. Non, toi tu es Zandé, tu viens du Soudan. Mais un jour, il y a eu Je vais être soudanais avec toi. Non, centrafricain. il y a eu guerre. Et cette guerre a été menée par les mouvements résistants. Hein, les local defense ici, qu'on appelait les Ngangurarugo. C'était des jeunes Bashi qui gardaient les vaches et qui ont résisté contre une attaque qui voulait les ravir les vaches. Et ils ont résisté. Et si tu arrives à Bukavu aujourd'hui, c'est culturel, vous pouvez vérifier. Un garçon de Bukavu, tout originaire, Mouchi surtout, quand il construit, il tourne la porte de sa maison vers le Rwanda. Pourquoi? Parce qu'à Bukavu, il y a une expression qu'on dit, au Rwanda, il n'y a que la pluie qui est la bonne chose qui vient au Rwanda. Mais pour le reste, il y avait, parce que c'était une logique pour les Ngangurarugo de supporter contre cette attaque-là. Donc, bref, il n'y a pas de complexe par rapport à ça. Mais alors, revenons dans le débat. Mais pourquoi c'est toujours avec eux qu'on a un problème? Aujourd'hui, si on vous identifie à un Angolais, ça va pas vous gêner. Mais pourquoi quand on vous identifie à un Rwandais, vous avez un sentiment de dépression, sinon on vous diminue? Non, ça ne gêne pas du tout. Il n'y a aucun complexe. Ce sont de très belles femmes, ils sont très beaux. Le Rwanda est très joli à visiter. Demandez ceux qui sont là. Floris Antoto est là. Il fait des éloges tout le temps. Le problème, c'est que chacun de nous a la raison pour laquelle il fait la politique, par exemple. Aujourd'hui, le président Tshisekedi vient de jurer qu'il est prêt à mourir pour la paix. Voilà. Moi, Barnabé, je fais la politique pour la justice. Je ne supporte pas l'injustice. Parlez du génocide, alors si vous parlez de la justice, parlez du génocide qu'on a subi au Congo, parlez du nombre d'enfants que les Tutsis ont tués, parlez du nombre d'enfants que les Hutus ont tués, parlez de tout ça aussi. Et Kagame a trouvé une bonne formule. Il a dit... la revanche sépare les gens, mais la justice réconcilie les gens. Donc, si tu commets des bavures, accepte de répondre de tes actes. Mais lorsque vous vous mettez pour vous réconcilier, la première des choses, c'est d'abord la justice. Le professeur Voto et moi, nous avons un élément en commun, nous sommes des chrétiens protestants. On nous a appris dans la Bible par nos parents, Dieu qui a créé cette terre et les hommes, il a trouvé la seule formule pour accroître ou pour faire développer une nation, il faut passer par la justice. Et Dieu dit, seule la justice. Moi, j'ai fait la politique pour ça. Alors, la justice, c'est aussi la vérité. Mais qu'est-ce que vous avez à dire à ce que le professeur avance? Le professeur pense que le plus grand, celui qui a commis la pire des erreurs, c'est Kabila. En fait, pas la pire, mais Kabila a commis une grande erreur en pactisant avec le Rwandais, ne sachant pas que ces gens avaient un autre calendrier, un autre plan à exécuter. Pendant les deux guerres de libération, excusez-moi, je vais faire aujourd'hui des révélations. Allez-y. Ce sont des deux erreurs graves. De qui? Commençons par l'erreur de Mzee. Mzee qui est un sous-traitant, un commissionnaire, il était porte-parole d'un mouvement. La logique de Kagame et Museveni était que dès qu'on arrive à Kinshasa, on organise une assemblée générale, convention, dialogue. Pour eux, ils avaient le choix sur Étienne Tshisekedi. Il était consulté, il avait refusé. Mzee a exurpé, il a fait un coup d'État en chassant. Parce que les textes, si tu regardes l'image où il s'autoproclame président, il avait une farde bleue. Là, il y avait un discours rédigé par Roubero pour demander les dialogues de tout le monde. Ça, c'est la première révélation importante. La deuxième... Donc même Roubero était d'accord de laisser Tshisekedi diriger le pays. Mais ça, c'était le choix. Qu'est-ce qu'ils ne pouvaient pas? Ils étaient des sous-traitants. Ils avaient quelle capacité de refuser? Deuxième révélation. Lorsqu'on coupe le courant à Inga, avec le RCD, nous avions cru qu'en coupant le courant, les Kinois allaient se mettre dans la rue. Ils allaient s'opposer contre Mzee qui était à Kinshasa. C'était une erreur fatale, une erreur stratégique. Parce que quand les enfants, les bébés commençaient à mourir et ceux qui étaient perfusés à l'hôpital, ça a au contraire révolté les gens. Et comme Mzee parlait très bien, il a su démontrer que non, voyez les gens qui, quand ils coupent le courant comme ça, ils sont de mauvais dirigeants. Il y a des erreurs qu'on peut. On les a traités de Banyangalakata. Oui, on a bien chanté ça. Ça, je reconnais qu'il y a des erreurs de commandement. Il y a des erreurs d'appréciation. Mzee a cru que, ok, j'achemine avec les Rwandais. Quand je serai à Kinshasa, je vais les dribbler. Non, c'est pas tout le monde qui est capable de ça. Il n'y a que Jésus qui pouvait faire ça. Il est arrivé ici, il a tenté, ça n'a pas marché. Ça, c'était une erreur.
Comme le RCD avait commis aussi cette erreur-là, Alors, de couper le courant, et ça a tué les gens. Les COP n'ont pas mal. vous étiez militaire en ce moment-là, donc parmi ceux qui faisaient les opérations du RCD, est-ce que vous avez su ou vous avez pu exorciser l'armée? Est-ce que vous avez réussi à sortir tous les coopérants rwandais, burundais dans notre armée congolaise, ou ces derniers sont encore là? Parce que je vous parle de Honoré Ngbanda qui estime qu'il y a la majorité de nos officiers, on dirait que Baza, comme on dit en lingala, Barwandais. Est-ce que vous croyez au propos de Ngbanda, ou vous pensez que c'est aussi un peu de la politique? Si vous voulez le pouvoir, l'acquérir et le conserver, envoyez vos enfants dans l'armée. Ne prétendez pas que vous allez être fort si vous n'avez pas des enfants dans l'armée. Le professeur qui est en face de moi, il vient de faire une évaluation qui suivait Mobutu à la télévision lui aussi, c'est parce qu'il était l'enfant d'un pasteur. Mais beaucoup de jeunes de sa communauté ont fait l'armée pour soutenir la cause de Mobutu. Mobutu a fait 32 ans. Ça veut dire quoi? Les Banyamulenge, quand ils ont compris ils ont fait le choix d'être des Congolais et non des Rwandais, ils ont envoyé des enfants dans l'armée. Et aujourd'hui, ils ont toute une armée. Vous avez le général, du général-major à un nouveau recrue, vous trouvez des Banyamulenge à chaque niveau. Je parle ici de Batembo, avec le général Padir. Ils ont résisté à cette évasion de l'AFD et des consorts. Ils ont créé le mouvement qu'on appelle les Maï Maï. Vous avez les Batembo à tous les niveaux, général-major jusqu'au simple militaire. Je suis d'ailleurs étonné de voir qu'ils ne sont pas dans le gouvernement. Donc vous aussi, si vous voulez, vous les Balouba, vous avez le pouvoir, vous voulez rester au pouvoir, envoyez les enfants dans l'armée. Alors, mais monsieur le professeur... Le musée l'a fait en recrutant les généraux Numbi et consorts. Quand il a fait son coup pour venir président, c'était le général Numbi qui était là, on avait chassé toute la garde. Alors, monsieur le professeur... Président Félix aussi, vous voulez être fort, envoyez les Balouba dans l'armée. Monsieur le professeur, il y a un commentateur, il est, je crois, américain, il a dit ça en anglais, mais je ne saurais pas expliquer en anglais comme il a dit. Il a demandé à Félix Tshisekedi, il a dit ça vraiment à la télévision, il a demandé à Félix Tshisekedi d'aller dans son village natal, de prendre les gens de sa tribu et faire de militaires pour, entre guillemets, conserver le pouvoir aussi longtemps que possible. Alors, sommes-nous dans un schéma de démocratie ou sommes-nous dans un schéma de tyrannie organisée, au fait? Ça me fait pleurer. Je suis désolé. Si les gens réfléchissent comme ça, si de conseillers, qu'ils soient blancs ou congolais, qui donnent... C'est terrible. Vous en avez un qui est là, qui pourrait envoyer Balouba à l'armée. Non, mon frère... Est-ce qu'il n'est pas pragmatique, tout simplement? Non, lui, il est militaire, il est rebelle, il a la logique... il est rebelle, il était rebelle. Ouais, non, c'est pas une insulte. On le reste. Hein, c'est ton parcours. Mouzé, tout en état président, disait toujours je suis rebelle. Pendant qu'il était président de la République. Alors, donc, non, on ne peut pas fonctionner. Un État ne fonctionne pas comme ça. Si nous sommes plusieurs tribus dans ce pays, nous sommes plusieurs peuples, si chacun doit prendre les gens de son coin pour constituer une armée, pour conserver le pouvoir, mais ce n'est pas l'armée qui vous a amené au pouvoir. Parlons de Félix Tshisekedi. Il n'a pas pris les autres peut-être, Mobutu, les Kabila, oui. Mais Tshisekedi est venu au pouvoir par les élections. Il n'est pas le président de Balouba. Il est le président des Congolais. Donc, il doit plutôt renforcer le peuple. Il doit renforcer partout la cohésion et son image, en faisant un bon travail. Et les Congolais vont les soutenir. Parce que si nous allons sur cette logique-là, le pays ne va pas avancer. Un militaire, et c'est ça la logique, lorsqu'on recrute de jeunes gens. On leur fait comprendre que vous êtes nos enfants, nous allons à Kinshasa, nous prenons le pouvoir pour que vous nous protégiez. Je m'excuse pour le dire. Moi, je suis Ngwandi, mais j'ai refusé d'approcher les milieux politiques de Mobutu depuis que j'étais étudiant. Parce que j'ai compris depuis, je le dis aussi, je suis désolé de le dire, que beaucoup de mes frères, beaucoup de mes aînés que j'ai vus intelligents, capables, on les a déversés dans l'armée pour soutenir ces pouvoirs qui, malgré tout, s'est cassé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Mais on crée une nation où on crée des tribus en face des autres. Est-ce que vous croyez aujourd'hui, si les Balouba vont dans l'armée pour protéger Tshisekedi, et demain, les Bassouaïs, ils vont faire autant, et demain, finalement, on n'a pas une nation. Mais vous n'avez pas dit ça à votre... Ça s'est construit. Vous ne dites pas ça à votre frère Ngbanda qui a soutenu Mobutu pendant tout ce temps et aujourd'hui donne des leçons à Kabila et à Félix Tshisekedi. Non, mais il a dit, c'était la logique. Mais je ne soutiens pas cette logique-là, ça ne paye pas.
Ça vous rattrape d'une manière ou d'une autre. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus tous ces militaires aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas ces gens Mobutu qui ont travaillé, au lieu de travailler pour la nation, pour le Congo, ils travaillent pour soutenir un régime. Et même si le régime est défaillant, ils continuent à le soutenir. Qu'est-ce qu'on devient? Est-ce que, professeur, ce n'est pas Mobutu le problème? Parce que voici ce qu'on m'a dit, on nous a enseigné que Mobutu aurait refusé un directeur de cabinet Luba congolais, il a envoyé dans une assemblée générale, c'est pas moi, aux États-Unis, en Nations Unies, pour faire de Bisengimana un des directeurs de cabinet, et il paraîtrait que le schéma de l'occupation a commencé à partir de là. Faux. Faux parce qu'on peut tout reprocher à Mobutu, sauf vouloir mettre les gens en commun. Si on parle de Mbanda, des gens, Mobutu, c'est vers la fin des années, vers les années 90, que ses frères ont commencé à chercher à le récupérer, il était affaibli. Mais Mobutu a travaillé avec tout le monde. Avec tout le monde. L'armée, cette armée-là, les Lingala qui parlaient dans l'armée, ce n'est pas Mobutu. Mobutu l'a trouvé. Ce sont les Belges qui ont trouvé que les Bouza étaient très dynamiques. L'armée des Batete là, ils ont pris des gens, parce que après tout, dans tous les peuples d'ici, on a des traits de caractère. Les Bakong ont les caractères, ils ont les forces, ils ont les faiblesses. Les Bangala ont le tempérament, tout ça. Et les Belges, vous savez, c'est nous qui nous connaissons. Les Belges nous connaissent mieux que nous-mêmes. Le Belge avait un institut anthropologique. Il venait étudier chaque peuplade et savoir comment monter tel peuple comme tel contre tel autre pour tirer des dividendes. Tshisekedi a dit dans son dernier discours, qu'est-ce que serait devenu le Congo si une guerre venue de très loin n'était pas venue arrêter le processus que les Congolais avaient commencé avec la conférence nationale souveraine. Et c'est là où je doute un peu de ce que mon ami dit. Que la démarche de l'AFDL, c'était de placer Tshisekedi. Non, mais Tshisekedi était déjà au portillon du pouvoir. Est-ce qu'il fallait faire une guerre pour venir placer Tshisekedi? Je pense pas que c'était ça le calcul. Il dit c'est une révélation. Non, c'est pas vrai. Ils ont vu ça dans leur état général. Le président, ça devait être un tout, ça devait être Bouguera. C'était ça le plan. Et Mouzé a compris cela. Mouzé les a déjoués. C'était ça le plan. C'était pas... Et bon, si c'était ça, mais pourquoi ils ont refait la guerre? Pourquoi ils refont la guerre jusqu'aujourd'hui contre les Congolais? Alors un débat d'histoire, Monsieur Barnabé, est-ce que c'est pas Bouguera qui était le vrai jeu et que tu sais qu'il y a peut-être une sorte d'anérie? Vous savez, en politique, il y a... Pour préciser, tu sais qu'il dit ceci. Quand Mouzé est entré, il est allé saluer Mouzé. Il a dit, je suis allé saluer mon frère Kabila. Et je vis de jeunes gens que je ne connaissais pas. Ces jeunes, c'était qui? C'était les Bouguera, c'était les Bizimakara, c'est tout. Il a dit à la télé. C'est pourquoi il a demandé la facture. Et voilà, il a dit, voilà, dis-leur de partir, dites-nous qu'est-ce que vous avez convenu. Très bien. C'est ça. Est-ce que ce n'est pas le deal qui a commencé depuis très longtemps? Alors dites-nous un peu ce que vous en pensez. Non, j'apprécie l'intervention du professeur. C'est qu'il était membre de la CIA, il était au courant de ce qui s'est passé ici. Son secrétaire, le directeur de cabinet, Moleka. Il a fait un témoignage les jours où Étienne est mort. Il est revenu sur ça. Il y a plusieurs écrits, il y a plusieurs réunions qui se sont tenues. Le professeur ne peut pas refuser ce que moi je lui dis parce que moi j'ai accueilli Tshisekedi à Goma. Lorsque les dialogues ont capoté à San City, MLC et Kabila ont créé leur constitution ici. Nous avions pris Tshisekedi par le Rwanda, on a fait des meetings à Kisangani. Nous étions là, Mouba qui restait à Goma des mois et des mois avec les représentants des Diongo. Donc, je n'étais pas des choses que je connais. Donc, vous avez accueilli Tshisekedi? Mais il a été là, le prof. Non, c'était pas un secret. C'était pas un secret. Il a vécu là. C'était le processus de voies et moyens pour trouver la paix. Vous savez, Kigali est très subtil. Kigali est très subtil pour récupérer chaque Congolais, ils l'ont fait. Tu vois comment tous ces Congolais qui ont défilé au RCD, Kissa Sengandu, Kabila, Wamba Diawamba, Kissa le professeur Zaïdi Ngoma, ils savaient comment retourner les Congolais contre ses frères. Le plus important à Ngbandi qui est en face de moi, c'est de pardonner les Tutsis. Parce que généralement, les Ngbandi croient que les Tutsis ont tué Mobutu. Non. Alors, pas là, du tout. Pas du tout. Alors, dans la logique de pragmatisme, je voulais dire deux cités de musiciens. Un musicien congolais a dit Simbi Mandou qui retourne à Kambula na été. Ça c'est Kofi Olomide. Et Wazeko a dit nous mourrons tous de la même manière. On peut ne pas naître de la même manière. Tout le monde n'est pas venu par la voie basse, c'est ceux qui sont venus par césarienne. Mais pour mourir, au moins nous mourrons tous de la même manière. Le pouvoir là, ça se discute par les rapports de force. Soit vous avez beaucoup de députés, donc vous êtes nombreux chez vous, vous avez beaucoup de députés au Parlement, vous pouvez négocier des postes. Soit vous avez des armes. Dans ce gouvernement Ilunga Nkamba, nous avons des gens qui n'ont pas été élus, mais ils sont au gouvernement
Parce qu'ils ont les armes. Donc, envoyez les gens dans l'armée, au lieu de rester faire les mabendés dans les quartiers, de venir avec des grosses poitrines, vous gonflez à Kinshasa, ça ne sert à rien. Les combattants, arrêtez de casser les véhicules et de voler les biens détruits. Allez dans l'armée. Ne soyez pas naïfs comme ceux qu'on voit. Il y a des gens qui aiment les foufous de maïs, mais ne veulent pas cultiver. Vous savez que vous mangez le maïs. Mais vous êtes dans le mining et dans le football. Vous manquez le maïs chez vous après 22 ans de règne. Ne commettez pas cette erreur-là. Prenez les armes. Ça veut dire on les arme pour combien de temps? Parce qu'on est dans une république, on est dans une démocratie, monsieur Barnabé. Alors on va évoluer. Monsieur Barnabé, voilà ce qu'il se raconte. Gizenga, pas congolais. Il serait. Non, faut pas dire ça. C'est lui qui a dit. Hein. Non. C'est monsieur Barnabé, pas moi. Il est venu. Il est venu. Faut pas dire La ça. constitution de 2006. Très bien, on est d'accord. Il serait venu. Bon, Mobutu serait l'enfant d'un Togolais qui travaillerait dans une histoire. Son père Gbemani serait venu de Brazzaville. Alors parfois c'est un Centrafricain. Etienne Tshisekedi, on dirait que c'était un Angolais. On a même dit, quelqu'un m'a même fait comprendre hier que Madame Maman Marthe, la maman de Félix Tshisekedi, serait une Angolaise et que Félix Tshisekedi ne serait pas congolais, il est peut-être angolais et tout ça. Alors vous avez Kabila qui est rwandais, tantôt tanzanien. Alors finalement, on n'a jamais eu un président qui a fait l'unanimité autour de sa nationalité. On n'a pas besoin de ça. Le prof dans l'introduction a dit il y avait plusieurs royaumes ici qu'on a saucissonnés. Moi, je t'ai dit dans mon introduction que ces pays n'avaient pas le format. Quand on voulait donner la commission à Léopold, on voulait lui donner toute la partie forêt. La RDC, en principe, devrait commencer de la Guinée équatoriale, Gabon, Cameroun, Centrafrique, Sud-Soudan, Ouganda et revenir jusqu'ici. Mais, vu les rapports de force, on nous a ravi certaines parties. Je voudrais te dire ceci, ça ne sert à rien. Regarde le monument de Pharaon. Pourquoi tous ont des nez coupés? Nous, les Noirs, nous sommes complices. J'ai dit que tous les pharaons avaient ton nez. Toi, tu es venu de l'Égypte, du Soudan. Vous êtes des Andés. Les Andes sont venus de là. Qui sont venus des Andes? Les Mongos, vous voulez dire? Mais les Barégas sont des Mongos. Les Barégas là sont des Mongos. Vous avez il y a une tribu là qui est 100% vraiment les Barégas. Vous en trouvez plusieurs. Donc, je ne peux pas rentrer dans les détails. On comprend. Bongo, lui, se vante qu'il est débattéqué, il est ici. Sassou n'a pas honte de ça. Mais il n'y a que nous qui avons honte et croire que... Il faut que Joseph Kabila est rwandais. Vu que son père, Taratibou, le père de Mzé Taratibou, était au Congo avant 1960, c'était un Congolais. Très bien. Alors, monsieur le professeur, est-ce que vous pensez que Joseph Kabila... Je donner le zéro en répondant de la manière. Joseph Kabila, est-ce qu'il est congolais ou il est rwandais? Tantôt tanzanien, on ne sait pas trop. Encore que sa sœur jumelle a dit qu'elle a fait le service national en Éthiopie et elle précise que c'était réservé aux nationaux. Alors, je ne comprends pas. Non, la bourde de sa sœur, ça c'est une bourde, ça c'est juridique. Oui. Ah, c'est juridique. On sait qu'ils ont grandi là-bas, ça c'est le problème. Ils ont grandi. Avait-il acquis la nationalité tanzanienne pour faire l'armée? Ça c'est une erreur de sa part. Ça n'a rien à voir avec l'aspect anthropologique. Ici, nous parlons de l'aspect anthropologique. Joseph Kabila, je n'ai pas d'éléments sur son ascendance. Mais je pose toujours la question. Si Joseph Kabila est rwandais, alors, les Rwandais, il y en a deux, sinon trois. Les Hutus et les Tutsis. Alors, Joseph Kabila, il est quoi? Parce qu'il ne ressemble pas à un Tutsi, vraiment. Il ne ressemble pas à un Tutsi. Il a la morphologie des Hutus. Alors, s'il est Hutu, comment il est devenu l'ami des Tutsis? Bon, ça, je n'entre pas dans ce... Je n'ai pas d'éléments. Alors, monsieur Barnabé, est-ce que vous avez des éléments? Tantôt ce n'est pas le fils d'Étienne, tantôt ce n'est pas le fils des Mouzé, c'est le fils de quelqu'un d'autre. Il y a même une révélation faite hier dans un journal au Rwanda, je ne sais pas rwandais ou tanzanien, où on a parlé de son père, un autre père. Vous qui avez évolué avec lui dans la rébellion, en fait, je vais dire un peu ça comme ça, vous qui avez évolué avec lui dans la rébellion, est-ce que vous savez les origines de Kabila Joseph? Mais pourquoi les gens ne font pas des débats sur son père? Qui connaît le poste-nom de Mzé? Toi, tu as le poste de nom de Mzé? Laurent Désiré Kabila. Ça, c'est Laurent Désiré, ça, c'est oui. prénom. Les noms, c'est Kabila. Et le poste de nom. J'avoue que je ne connais pas, en tout cas. Alors, si tu regardes un billet, je ne peux pas montrer les billets que j'ai ici. Non, vous pouvez, pas, ça ne nous gêne pas. Ok. Vous pouvez le faire. Seulement, ça restera ici. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il y a sur un... c'est pas sur ces billets que il faut sortir un autre billet, c'est pas grave. Qui va rester ici. Laissez-moi parler carrément. Sur un billet, je crois, de 100 francs ou bien de 1000 francs, vous trouvez une pirogue. Quelqu'un sur une... Tu as déjà remarqué sur le dessin dans nos billets, il y a une pirogue. Vous parlez de 1000 francs, peut-être? Je crois que ça doit être sur 1000 francs ou quelque chose comme ça. Donc, ici, il y a un perroquet, en tout cas. Il y a un perroquet, puis... Sur nos billets, ça doit être 100 francs ou 50 francs. Je crois aussi. Vous avez quelqu'un sur une pirogue.
Tu sais que la personne sur une pirogue, là, c'est M. Laurent Désiré Kabila. Parce qu'il était directeur des cabinets au ministère de Plan provincial. Il s'est révolté, il est parti chez lui à Manono. Et il dira son séjour, il a cogné quelqu'un au pont il a tué quelqu'un. On est venu l'attaquer, il a fui. Avant de fuir, il a dit à ses frères, je quitte, je pars. C'est lui qui a quitté Manono par pirogue, musée. Et il dit, je reviendrai président de la République. Les décès, il est là. Pourquoi on veut toujours s'apprendre à Joseph? Et pourtant, il a un père qu'il a reconnu, il a une mère qu'il a reconnue, et lui-même n'a jamais nié ses parents. Alors, il y a quand même beaucoup d'histoires autour de sa question. On va terminer. Monsieur le professeur, est-ce que vous pensez aussi qu'Étienne Tshisekedi avait une nationalité douteuse? Non, mais pourquoi? C'est surtout toute cette histoire. Moi, j'ai grandi dans cette ville, on n'a jamais douté de la douceur. Au sommet des conflits entre Tshisekedi et Mobutu, personne n'a jamais remis en question la nationalité congolaise de zaïroise de Tshisekedi. Alors, on va terminer avec deux questions, ça va être les questions fondamentales. Est-ce que d'abord vous reconnaissez l'occupation rwandaise au Congo? D'abord, cette thèse, est-ce que vous la reconnaissez? Que le Congo est sous-occupé est occupé par le Rwanda? Occupation, bon, je ne partage pas ce terme-là, mais le Rwanda a une grande influence sur ce pays depuis 1996. Comment faire pour l'arrêter? Comment faire? Il faut un sursaut d'orgueil, comme j'ai entendu Félix Tshisekedi dire, je suis prêt à mourir pour que la paix revienne au Congo. Merci, monsieur le Parce professeur. que cette guerre qui dure depuis près de 4 siècles, ça a commencé ce jour-là à Lemera, avec l'accord de Lemera, où on a les gens, le Rwanda, l'Ouganda et certains Tutsis ont signé leur accord et ils ont fait venir Mouzé pour porter ça. Merci beaucoup. Alors, mais je vais prendre de M. Barnabé avant de terminer, mais je reviendrai un autre jour pour parler de l'occupation. Effectivement, que les gens nous parlent des tenants et des aboutissants. Qu'est-ce qu'ils entendent par occupation? Et on va débattre sur la question. Monsieur Barnabé, croyez-vous en une sorte d'occupation rwandaise au Congo? Ce n'est pas possible, ça ne peut pas arriver. Les occupations en Afrique, il y en a eu deux. Il y en a eu deux. L'Égypte a occupé la Libye pendant 40 ans dans l'histoire. Et le Maroc est en train d'occuper la partie sud. J'ai oublié le nom. C'est pas Érythrée, non? Non, sud du Maroc. Ça va venir. Le nom est parti. Maroc et Mauritanie. Il y a une partie là. Les gens là, ils veulent être autonomes. Mais les Marocains imposent leur pouvoir. Ça ne peut pas arriver. Le Congo est tellement vaste. Et puis les Rwandais sont à un nombre tellement réduit. Mais qui sont comme dans votre armée, ils peuvent pas. Dans votre armée, dans votre fonction publique, non, dans votre douane. Ils sont quand même là, assez nombreux. Non. Et puissants. Est-ce que vous croyez à la présence de Tutsi Power? Vous y croyez? Ça ne peut pas. Power. Écoutez, ça peut s'appliquer lorsque nous n'entrons pas dans l'armée. Si eux, ils sont tous des militaires. Ils peuvent entrer ici nous fusiller, comme des sauterelles. Mais si vous entrez dans l'armée, ils ne vont pas le faire. C'est ça la parade. Donc pour vous, la solution, l'armée. La solution, entrer dans l'armée. La politique a ascendant sur l'armée. Laissez les femmes et les enfants dormir dans la maison. Vous les garçons, veillez dehors contre les léopards, et contre les agresseurs. Le peuple dit que vous n'avez pas perdu le réflexe de rebelle. Donc c'est l'arme qui est votre... Même si tu deviens pasteur, oui. Tu prêches la conversion, la repentance. Si tu as été sorcier, tu connaîtras toujours les mélanges des 2 ou 3 produits pour tirer le caquet. On ne peut pas oublier même si on est converti. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, c'était un grand plaisir. Alors, monsieur le professeur, votre mot de la fin. On termine cette émission qui a été essentiellement pédagogique. On va le terminer. Est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi a les moyens de rehausser ce pays et de relever ce pays? Félix Tshisekedi a toutes les chances pour réussir dans son mandat et réussir à sortir le Congo de la guerre, de tout ce que nous connaissons. Mais tout dépend de lui. Tout dépend de lui. Moi, je crois que Félix Tshisekedi est dans la même situation que Mouzé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a accepté une situation, je dis, Tshisekedi est là, le bébé est né, même s'il est arrivé par, même si ce n'est pas inceste, c'est notre sang, même si ce n'est pas un enfant adultérin, on ne jette pas le bébé et l'eau de bain. Il est là, mais il a toutes les chances pour réussir aujourd'hui. Et j'ai apprécié le discours qu'il a tenu, que je suis prêt à mourir pour que la paix revienne au Congo. Je crois que c'est fort. Et je crois que quand il est dit, il a pensé, il a certainement des informations que toi et moi, nous n'avons pas, et que je crois qu'il pourra faire quelque chose. Si le président ne constitue pas une armée forte, il va mourir et la paix ne va pas revenir. Nous avons plus de 400 000 enseignants, 50% sont des retraités, retraitables.
il faut retraiter. Donc policiers, quand vous le voyez, les roulages ici, tous sont déviés, il faut les évacuer. Donc il faut mettre les gens en cascade, en retraite, ils doivent chercher cet argent et reconstituer une armée. Monsieur le Président, sinon vous allez mourir inutilement et sans cette paix-là. Djenga Djeshi, construit l'armée des jeunes et le pays va être fort. Tunamalisa l'émission, tunava salimi à beauté et on va vous retrouver très prochainement. Merci d'avoir été nombreux, merci M. Barnabé, merci monsieur le professeur. Alors mesdames et messieurs, la logique est simple, monsieur le professeur, il y a des gens qui vont vouloir vous suivre. Ils voudront avoir vos coordonnées. Est-ce que vous pouvez donner votre numéro de téléphone pour que tous ceux qui ont des questions qu'on va vous poser, des questions qui n'ont pas été répondues ici, peuvent vous joindre si facilement? Je suis parmi les rares Congolais qui n'ait qu'un seul numéro de téléphone. Je ne sais pas comment vous faites pour y gérer 3 téléphones. 081 712 67 28. 081 712 67 28. Ce qui va vous arriver ne m'engage pas, monsieur le professeur. Vous allez voir ce qui va vous arriver en donnant votre numéro. Monsieur Barnabé, la même chose. Les gens vous ont appelé, les gens ont voulu savoir qui vous êtes, comment vous fonctionnez, pourquoi vous êtes pour les Rwandais. Eh bien, donnez-leur votre numéro et ce qui va vous arriver, c'est pas moi en tout cas. Plus 243 81 51 44 311. Je suis un coach en performance des leaders liés aux résultats, sur l'art de leadership et coach en développement durable. Merci, je vous retrouve très prochainement. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Merci, monsieur le professeur. Merci, monsieur Barnabé.